J'avais tout, une fortune colossale, une carrière brillante. Je croyais régner sur mon empire, aveugle au serpent caché. Puis, une trahison, froide et calculatrice, a brisé ma vie en 1000 morceaux. Mais ce n'était rien comparé à la vérité qui allait me percuter de plein fouet. La plus grande richesse de ma vie, je l'avais laissée échapper, sans même le savoir. Un secret bien gardé, qui allait tout changer. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. J'avais 34 ans. J'étais Thomas Dubois, un nom qui, à Lyon, résonnait dans les cercles d'affaires. PDG de Solutions Tech Dubois, une entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains, depuis un petit garage, comme on dit. Mon costume italien, impeccable, masquait mal la fatigue qui creusait mes traits, le battement incessant derrière mes tempes. J'avais tout. Argent. Pouvoir. Un appartement somptueux avec vue sur le Rhône. Et pourtant, en cet après-midi doux étouffant, sous le soleil implacable de Lyon, j'étais en train de mourir. Lentement. Seul. Le matin même, j'avais perdu un contrat de 50 millions d'euros. 50 millions. Un chiffre qui, normalement, m'aurait anéanti. Mais la nouvelle qui avait suivi, quelques minutes plus tard, avait réduit cette perte à une simple poussière. Ma mère, Denise Dubois, mon roc, ma seule famille, avait été victime d'un AVC ischémique. Elle était aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, entre la vie et la mort. Le monde autour de moi s'est mis à tourner, mes muscles se sont relâchés. Je me suis dit, c'est la fin. Je suis trop fatigué pour me battre. Le gris du trottoir, la dureté du béton, c'est la dernière chose que j'ai ressentie avant le noir. Des pas pressés. Des rires d'enfants lointains. Des voix indifférentes. Personne n'a ralenti son pas sur la rue de la République. J'étais juste un homme en costume tombé, peut-être ivre, peut-être fou. Leur problème? Certainement pas. Mais alors que mon monde s'obscurcissait, j'ai perçu un mouvement, une petite silhouette. Une enfant. Amélie. Ses yeux bleus, grands ouverts, étaient fixés sur moi. Sa robe rouge, parsemée de pois blancs, flottait autour d'elle alors qu'elle s'agenouillait. Son cœur battait la chamade, mais ses petites mains étaient fermes. Monsieur, réveillez-vous. Elle m'a tapoté la poitrine. J'entendais sa voix, lointaine, et je sentais le souffle de ma vie qui s'échappait. Elle a attrapé mon téléphone, tombé de ma poche, et a composé le 15. Il y a un monsieur qui dort par terre et il ne veut pas se réveiller. Il faut une ambulance. Sa petite voix, si claire, si déterminée. Elle m'a sauvé. Elle m'a donné le temps. Puis le chaos du SAMU, les lumières bleues clignotantes. Les secouristes qui parlaient calmement. Et, comme dans un rêve fiévreux, cette silhouette. Une femme. Ses cheveux blonds attachés en une simple queue de cheval, ses traits fatigués mais toujours beaux. Mon cœur a fait un bond. Un souvenir. Vif et inattendu. 8 ans. 8 ans depuis cette nuit. Béatrice. Elle était là, assise sur le strapontin de l'ambulance, Amélie dans ses bras. Le monde a basculé. Je la connaissais. Et Amélie, ses yeux bleus, ce nez retroussé, cette façon d'incliner légèrement la tête. C'était trop évident. Mon cerveau, même embrumé, a fait le calcul. 8 ans. Amélie 7 ans. 1 an de décalage. L'enfant de Béatrice. L'enfant de cette nuit-là. La mienne. La vérité, brute et effrayante, a frappé. J'avais une fille. Une fille de 7 ans. Et je ne savais rien. Je me suis réveillé. La lumière crue de l'hôpital Édouard Herriot m'a aveuglé. Le bip régulier des moniteurs m'a rappelé que j'étais toujours là, toujours vivant. Mais la survie de mon corps n'était rien comparé au tumulte de mon esprit. Amélie. Son nom résonnait en moi comme une mélodie oubliée. Amélie, ma fille. La fille que je n'avais pas connue.
8 ans auparavant, à une conférence sur les technologies médicales, je l'avais rencontrée. Béatrice. Elle était infirmière, aussi brillante que belle. Nous avions partagé une nuit. Une nuit parfaite, je me souviens. Chaque détail était gravé dans ma mémoire, le rire cristallin, la douceur de sa peau, les conversations qui s'étiraient jusqu'à l'aube. J'avais ressenti quelque chose de profond, d'inattendu. J'étais tombé amoureux. Je lui avais donné mon numéro, l'avais supplié de m'appeler. J'avais attendu. Chaque jour, pendant des semaines. J'avais appelé, laissé des messages. Rien. Silence radio. Mon cœur, déjà meurtri par l'abandon de mon père quand j'étais enfant, s'était brisé une seconde fois. J'avais conclu qu'elle m'avait rejeté, qu'elle avait regretté cette nuit. Que j'étais, encore une fois, seul. Ma mère, Denise, a ouvert les yeux. Elle était faible, mais son regard était toujours aussi vif. Mon Thomas. Tu m'as fait une belle peur, mon garçon. J'ai serré sa main. C'était ma seule consolation. Il y a une petite fille. A-t-elle commencé, sa voix rauque. Une petite Amélie. Elle t'a sauvé la vie. Et tu sais, Thomas, elle a les mêmes yeux que ta grand-mère. Les mêmes yeux du bois. Un frisson m'a parcouru. Ma mère avait toujours eu un don pour voir au-delà des apparences. Plus tard, Béatrice est entrée. Je ne l'avais pas revue depuis l'ambulance. Ses traits étaient tirés, son regard fuyant. Bonjour, Thomas. Je suis contente que vous alliez bien. Sa voix était sèche, sans chaleur. Béatrice, il faut que nous parlions, ai-je imploré. Il y a tant de choses que je ne comprends pas, elle a posé une main sur l'épaule d'Amélie, qui coloriait sagement dans un coin. Il n'y a rien à comprendre, Thomas. C'est du passé. Une cicatrice. Un mur invisible s'était érigé entre nous. Mais je savais. Je savais que cet enfant, Amélie, était la clé de tout. Et je ne pouvais pas, je ne voulais pas, l'abandonner une seconde fois. Béatrice a finalement accepté de me parler, à l'écart, dans un petit salon d'attente de l'hôpital. Loin des oreilles innocentes d'Amélie. L'air était lourd, tendu. Thomas, a-t-elle commencé, sa voix glaciale, j'ai essayé de vous joindre. Des dizaines de fois. Des appels, des emails, j'ai même contacté votre entreprise, Solution Tech du Bois. Tous mes messages sont restés sans réponse. Mes emails sont revenus. Mon numéro a été bloqué. Chaque mot était un coup de poing. Une accusation. Je la regardais, sidéré. Bloqué? Sans réponse? Béatrice, je vous jure, je n'ai jamais reçu un seul message de votre part. Je n'ai jamais bloqué votre numéro. J'ai attendu. J'ai attendu de vos nouvelles pendant des semaines, des mois. Mon esprit était en ébullition. Qui mentait? Et pourquoi? Au même instant, Amélie, qui nous avait rejoints, a levé ses grands yeux bleus vers nous. Maman, vous vous connaissez, vous deux? Sa question, si simple, a tranché l'atmosphère. Béatrice a soupiré, et j'ai vu la douleur dans ses yeux. Oui, ma puce. Il y a longtemps. Le doute. Il s'est niché en moi, un serpent froid qui s'est enroulé autour de mes pensées. Soudain, un visage. Une image. Catherine Moreau. Mon ancienne assistante. Je l'avais licenciée il y a 2 ans pour détournement de fonds. Mais au moment de son renvoi, elle avait laissé échapper des mots étranges. Des mots sur son amour, pour moi, sur l'attente qu'elle avait eue, sur la façon dont je ne voyais rien. À l'époque, j'avais balayé ça d'un revers de main, pensant à une tentative de manipulation. Mais maintenant, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image sombre, effrayante. Si Béatrice disait la vérité, si elle avait essayé de me contacter. Et si, dans l'ombre, quelqu'un avait veillé à ce que ces messages ne m'atteignent jamais? La jalousie.
Une jalousie insidieuse. Le grain de sable s'était transformé en roc. Catherine. C'était la seule explication possible. Une colère froide, sourde, a commencé à gronder en moi. Chers auditeurs, avez-vous déjà été confrontés à un malentendu si profond qu'il a changé le cours de votre vie? Un mensonge, une petite action d'autrui peut avoir des conséquences incalculables. Partagez votre histoire ou vos réflexions sur cette situation dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Auriez-vous cru qu'une vérité aussi amère puisse être cachée pendant tant d'années? L'obsession de la vérité ne m'a pas quitté. Une fois sorti de l'hôpital, je n'ai pas hésité un instant. J'ai contacté immédiatement mon avocat, Maître Antoine Leclerc, exigeant une enquête approfondie sur mes anciens comptes de messagerie et mes dossiers téléphoniques. Je ne pouvais pas attendre. L'image de Béatrice, les yeux pleins de douleur, et la question innocente d'Amélie, me hantaient. Je devais savoir. Ce soir-là, dans le silence de mon bureau, j'ai plongé dans les archives numériques. Des heures de recherche. Les yeux rivés sur l'écran, le cœur battant à tout rompre. Et puis, je l'ai trouvé. Une petite boîte, discrètement cachée dans les paramètres de mon ancienne messagerie professionnelle. Une boîte intitulée « Un message filtré ». Créée, bien sûr, par Catherine Moreau. J'ai cliqué. Et mon monde s'est effondré une seconde fois. Des dizaines de mails. Tous de Béatrice. Des messages, jour après jour, semaine après semaine. Et au milieu, le choc. Des emails, clairement datés, où elle m'annonçait sa grossesse. Des mots doux, des mots inquiets. Tous marqués au lu, mais que je n'avais jamais vus. Et ce n'était pas tout. J'ai aussi découvert des emails envoyés de mon adresse, des réponses froides, distantes, lui demandant d'arrêter de me contacter, de m'oublier. Des mots que je n'aurais jamais pu écrire. La rage. La rage sourde s'est transformée en un feu dévorant. Catherine. Elle avait tout orchestré. Elle nous avait volé 8 ans. 8 ans de vie. 8 ans avec ma fille. Le dégoût de moi-même, la culpabilité, m'ont submergé. Les larmes ont commencé à couler, inarrêtables. J'avais juré de ne jamais être comme mon père, de ne jamais abandonner un enfant. Et pourtant, sans le savoir, j'avais fait exactement cela. J'ai appelé Béatrice. Il était tard. Béatrice, il faut que vous écoutiez. J'ai trouvé quelque chose. Ma voix était tremblante. Je lui ai tout raconté, les messages filtrés, les faux emails. Elle est restée silencieuse à l'autre bout du fil. Puis, un sanglot. Léger, mais audible. Je suis tellement désolé, Béatrice. Je vous en supplie, croyez-moi. Si j'avais su pour Amélie. Je serais venu. J'aurais tout laissé tomber. Je vous le jure. Sur la vie de ma mère. Les mots étaient un torrent de douleur et de vérité. Elle est ma fille, Béatrice. Amélie est ma fille. L'aveu était déchirant, mais libérateur. Elle ne m'a rien dit. J'ai juste entendu sa respiration, lente, au bout du fil. Le silence était pesant, rempli de 8 ans de solitude et de souffrance. Mais au fond de ce silence, j'espérais. J'espérais qu'un jour, peut-être, elle pourrait me pardonner point et la vérité. Elle était là, enfin. Mais elle ne guérissait pas 8 ans de silence. Mon cœur de père, fraîchement découvert, brûlait du désir de rattraper le temps perdu, d'être là pour Amélie. Mais Béatrice, blessée, sage et protectrice, a freiné mes ardeurs. Thomas, nous devons y aller doucement. Pour Amélie. Elle a besoin de temps pour vous connaître. Comme un ami. Ces mots étaient justes. Je ne pouvais pas exiger ce que j'avais ignoré si longtemps. J'ai donc rencontré Maître Antoine Leclerc. La paperasse. Les formalités. Un test de paternité officiel, juridiquement inattaquable.
Quelques jours plus tard, nous étions tous les trois dans un cabinet médical discret du quartier des Brotteaux. Amélie, insouciante, portait une salopette et des baskets lumineuses. Monsieur Thomas, s'est-elle exclamée en me serrant dans ses bras, on va vous aider avec un test spécial. Vous êtes encore malade? J'ai souri, m'agenouillant à sa hauteur, regardant ses yeux bleus, si familiers, si miens. Non, ma puce. Je vais beaucoup mieux. Ce test, c'est juste pour s'assurer que je suis en pleine forme. Ça ne fait pas mal du tout. Le test en lui-même était simple, un frottis buccal. Amélie, fascinée, posait 100 questions sur l'ADN, la science. Après, nous sommes allés prendre une glace. Amélie a choisi fraise et pépites, moi vanille, et Béatrice, hésitante, a finalement opté pour chocolat. Je les observais. La façon dont les baskets d'Amélie étaient un peu trop petites. Le sac de Béatrice, rafistolé avec des épingles à nourrice. Leur commande de la plus petite taille de tout. Une prudence avec l'argent qui parlait de vraies difficultés. Mon cœur se serrait. Je voulais tout réparer. Tout. Pendant que nous attendions les résultats, j'ai fait ma place, pas à pas. J'ai assisté à la pièce de théâtre de son école. Amélie, vêtue de rouge, jouait Mars. 2 répliques, prononcées avec tant de fierté. J'étais au fond de la salle, les larmes aux yeux. J'ai apporté des marguerites, ses fleurs préférées. Je les ai emmenées rendre visite à ma mère, Denise, dans son centre de rééducation. Ma mère, avec sa perspicacité habituelle, a tout de suite su. Ton papa serait si fier de toi, a-t-elle dit à Amélie, sans me regarder. Et Amélie a rayonné. Puis l'appel. Maître Leclerc. Thomas, nous avons les résultats. 99,99% de probabilité de paternité. Vous êtes le père. C'était officiel. Légal. Indéniable. Ma fille. Les résultats étaient tombés. 99,99%. Ma fille. Amélie. Ce soir-là, une seule chose comptait. Il fallait lui dire. Ensemble. Béatrice et moi. Nous nous étions mis d'accord, une conversation calme, dans la petite bulle de leur appartement. Je m'étais rendu chez elle avec un cadeau, un kit d'élevage de papillons, un modèle élaboré avec plusieurs niveaux et des fenêtres d'observation. J'avais passé des heures à le choisir, imaginant son visage. Quand Amélie a ouvert la porte, ses tresses un peu de travers, ses yeux bleus ont pétillé en voyant la boîte. Monsieur Thomas. C'est pour moi? Pour de vrai, de vrai? Son cri de joie a sans doute résonné dans les 3 étages. Pour de vrai, ai-je confirmé, entrant dans l'appartement. Je l'observais, cette maison, leur monde. C'était propre, oui. Soigné, assurément. Mais les meubles étaient dépareillés, les coussins du canapé usés. Chaque objet racontait une histoire de dignité, de résilience, mais aussi de manque. Une petite table, des chaises en formica. Un tapis un peu fatigué. La vue depuis la fenêtre donnait sur une cour intérieure étroite, loin des toits de Lyon que je voyais de mon propre balcon. Le contraste était violent. Une piqûre de regret. Une douleur sourde. Pendant 8 ans, ma fille avait grandi ici, dans cette simplicité, tandis que j'accumulais des fortunes. La culpabilité me serrait la gorge. Nous avons laissé Amélie s'enthousiasmer pour son cadeau pendant quelques minutes, le temps que Béatrice prépare une tisane dans la cuisine. Je me tenais là, maladroit, au milieu de ce salon, le cœur battant si fort que je craignais qu'il ne s'échappe de ma poitrine. Toute ma vie était suspendue. Mon avenir. Tout dépendait de cette heure. De ces petits mots à elle. Finalement, Béatrice a appelé Amélie. Ma puce, Monsieur Thomas et moi devons te parler de quelque chose d'important. Tu viens t'asseoir avec nous? Le visage d'Amélie est devenu sérieux, instantanément. Les enfants, ils sentent la gravité.
Ils perçoivent les silences pesants, les regards inquiets des adultes. Elle a grimpé sur le vieux canapé, s'installant entre nous, ses petits pieds balançants. Ses yeux balayaient nos visages, cherchant une explication. Je suis en difficulté? Non, ma chérie, ai-je dit, ma voix plus rauque que prévu, prenant une de ses petites mains dans la mienne. Tu n'es jamais en difficulté pour être si merveilleuse. Mais ta maman et moi devons te dire quelque chose. Et ce sont de grandes nouvelles. Béatrice a pris l'autre main d'Amélie. Elle a inspiré profondément. Tu te souviens quand tu posais des questions sur ton papa? Sur où il était et pourquoi il n'était pas là? Amélie a hoché la tête, lentement. Tu disais qu'il avait un travail important loin d'ici. J'ai dit ça parce que j'essayais de te protéger, ma puce. Mais la vérité est différente. La voix de Béatrice s'est brisée. Une petite fêlure, à peine audible. La vérité, c'est que ton papa, il ne savait pas pour toi. Il y a eu un très grand malentendu. Et il ne savait pas que tu existais. Elle a fait une pause. Mais maintenant, il sait. Et Amélie, ma chérie, ton papa est là. Amélie a regardé, confuse. Son petit front s'est plissé. Là où? J'ai doucement tourné son visage vers moi. Mes doigts tremblaient légèrement. Ici, Amélie. Je suis ton papa. Je suis ton père. Pendant un long moment, Amélie m'a juste fixé. Ses yeux bleus, immenses, scrutaient mon visage. J'ai vu une douzaine d'émotions scintiller sur ses traits. Confusion. Incrédulité. Puis, une lueur. Une étincelle d'espoir. Et enfin, une pointe de peur, d'émerveillement. Tu es mon papa. Sa voix était si petite. Si fragile. Pour de vrai? Pour de vrai, ai-je répondu, les larmes me montant aux yeux. J'ai respiré, essayant de contenir l'émotion. Je sais que je n'ai pas été là. Et je suis tellement désolé pour ça. Mais je ne savais pas pour toi, ma chérie. Si j'avais su. Oh, Amélie, si j'avais su. Je serais venu. Chaque jour. J'aurais été là à ta naissance. À tes premiers pas. À chaque fête d'anniversaire. À chaque spectacle à l'école. J'aurais été là. Les larmes coulaient sur le visage d'Amélie maintenant. Des grosses larmes silencieuses. J'ai toujours voulu un papa. J'en ai souhaité un à chaque anniversaire. À chaque étoile filante. À chaque fois que je soufflais une fleur de pissenlit. Mon propre visage était inondé. J'ai attiré Amélie dans mes bras, la serrant fort. La tenant pour ce qui ressemblait à la première fois. Et aussi, un retour à la maison. Après un très long voyage. Eh bien, ton vœu s'est réalisé, ai-je murmuré dans ses cheveux blonds. Je suis là maintenant. Et je ne pars nulle part. Je serai là pour chaque anniversaire. Chaque pièce de théâtre scolaire. Chaque instant où tu me laisseras faire partie de ta vie. Je te le promets. Amélie s'est accrochée à moi, son petit corps secoué de sanglots. Tu m'aimes? Même si tu viens de me rencontrer? La question, si innocente, m'a frappé en plein cœur. Je t'aime depuis le moment où j'ai appris que tu existais, ai-je dit farouchement. Ma voix tremblait d'une intensité que je ne me connaissais pas, et plus je te connais, plus je t'aime. Tu es courageuse. Gentille. Et intelligente. Et je suis si fier. Si fier d'être ton papa. Par-dessus la tête d'Amélie, mes yeux ont rencontré ceux de Béatrice. Elle pleurait aussi, nous regardant. Dans son expression, j'ai vu un mélange complexe de joie et de chagrin. Joie qu'Amélie est enfin son père. Chagrin pour toutes ces années que nous avions perdues. Pour tous ces moments qui ne pourraient jamais être récupérés. Mais aussi, dans cette lueur tremblante, il y avait peut-être, juste la plus petite étincelle d'espoir. L'espoir que nous pourrions, un jour,
construire quelque chose de nouveau. Ensemble. Sur les débris de ceux qui nous avaient été volés. Tu es mon papa. Pour de vrai, de vrai? La question d'Amélie, si chargée d'espoir et de vulnérabilité, avait été la clé qui avait fait basculer ma vie. Ce soir-là, en la serrant dans mes bras, j'avais compris que tout ce qui avait précédé n'était qu'une préparation. Les fortunes accumulées, les heures passées au bureau, les voyages incessants, tout cela me semblait soudain vide de sens sans elle. Mon cœur avait trouvé son ancre. Le lendemain matin, mes premières actions furent décisives. J'ai convoqué mon bras droit, le directeur des opérations, un homme brillant et loyal. Jean-Luc, lui ai-je dit, à partir d'aujourd'hui, tu es le PDG. Son regard interrogateur m'a fait sourire. Je vais réduire drastiquement mon temps au bureau. Ma priorité, c'est ma fille. Il a compris. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, mais l'étonnement de mes associés importait peu. Le vrai travail commençait maintenant, apprendre à être un père. J'ai commencé par les choses simples. Aller chercher Amélie à l'école. Au début, j'étais maladroit, attendant dans la foule de parents, un peu perdu. Mais son sourire lumineux quand elle me voyait, le petit saut qu'elle faisait, m'emplissait d'une joie que ni un contrat signé ni un chiffre d'affaires record n'avait jamais pu m'offrir. Nous allions au parc de la Tête d'Or, lui racontant des histoires sur les cygnes et les animaux, ou simplement la laissant courir, libre et heureuse. Le soir, je l'aidais avec ses devoirs, découvrant avec elle les mystères des mathématiques de CE2 et les merveilles de la grammaire française. Chaque mot qu'elle lisait, chaque énigme qu'elle résolvait, était une petite victoire partagée. J'observais sa curiosité, son intelligence vive, et mon cœur débordait d'une fierté nouvelle. Ma relation avec Béatrice restait un terrain délicat. La vérité avait éclaté, mais 8 années de silence ne s'effaçaient pas du jour au lendemain. Il y avait des non-dits, des blessures invisibles. Pourtant, la coparentalité nous forçait à interagir, à collaborer. Nos conversations étaient souvent pratiques, l'heure de la sortie d'école, les repas, les rendez-vous chez le médecin. Mais au fil des jours, des fissures apparaissaient dans son armure. Des sourires échangés, un regard de complicité quand Amélie faisait une de ses blagues. Nous étions deux adultes, liés par un amour immense pour une petite fille, apprenant à danser un pas de deux délicat, parfois chaotique, mais toujours avec Amélie comme notre centre de gravité. Un après-midi, le téléphone a sonné, glacial. Amélie était tombée à l'école, une mauvaise chute. Mon cœur s'est serré. En arrivant, j'ai trouvé Béatrice déjà là, son visage pâle, serrant Amélie dans ses bras. Nous sommes allés à l'hôpital ensemble, une alliance parentale, improvisée mais solide. Assis dans la salle d'attente, nos mains se sont rencontrées, non pas par tendresse, mais par un besoin mutuel de réconfort. Un petit pansement, quelques larmes, et Amélie s'en est sortie. Mais cet incident nous avait unis d'une manière nouvelle, nous montrant que face à l'inquiétude pour notre fille, nos différences s'effaçaient. Son 8e anniversaire approchait. Amélie était fascinée par les papillons, sans doute inspirée par le kit d'élevage que je lui avais offert. « Je veux une fête de papillons, papa », m'avait-elle dit. Béatrice et moi avons mis nos têtes ensemble. J'ai proposé d'organiser la fête chez moi, dans mon appartement plus grand. Béatrice, après un instant d'hésitation, a accepté, mais a insisté pour s'occuper de la décoration et du gâteau. Ensemble, nous avons créé une petite féerie, des guirlandes de papillons en papier, des cupcakes décorés, une chasse au trésor sur le thème des insectes. Voir Béatrice rire en collant des ailes scintillantes, voir Amélie éblouie par ce monde magique que nous avions construit, était une récompense inestimable. C'était la première fois que nous travaillions vraiment main dans la main, non pas par nécessité, mais par choix, pour faire plaisir à notre enfant. Cependant, les différences entre nos mondes restaient frappantes. En allant chercher Amélie chez Béatrice, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les détails. La petite Honda de Béatrice, qui avait de plus en plus de mal à démarrer, son vieux réfrigérateur qui ronronnait étrangement, le canapé usé. J'ai vu la dignité dans chaque choix de Béatrice, la façon dont elle maintenait un foyer aimant avec si peu.
Mais je voyais aussi la fatigue, les privations. Une idée a germé. J'avais une vieille Honda CR-V que j'utilisais pour mes déplacements à la campagne, mais qui restait souvent au garage. Un jour, après avoir récupéré Amélie, j'ai abordé Béatrice. Béatrice, cette voiture, elle traîne dans mon garage et je ne l'utilise jamais. Ça me ferait presque plaisir de la donner à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin. C'est une excellente voiture, juste un peu excédentaire pour moi. J'ai pris soin de ne pas utiliser les mots « aider » ou « offrir », mais plutôt « se débarrasser ». Elle m'a regardé, les yeux plissés, consciente de mon stratagème. « Thomas, je... » « Non, pas de « mais », ai-je coupé. « C'est une vieille guimbarde dont je n'ai plus l'utilité. Prends-la. Tu me rendrais un service. » Après une longue pause, la fierté luttant avec le pragmatisme, elle a finalement murmuré « Merci, Thomas. » Une petite victoire. Un pont subtil. Mais je voulais faire plus pour Amélie, pour leur environnement. La cour intérieure étroite, la petite taille de l'appartement. Elle méritait mieux. Discrètement, j'ai cherché un appartement dans le quartier des Brotteaux, un quartier familial, plus aéré, avec des espaces verts à proximité. J'ai trouvé un charmant étroit avec 2 chambres, lumineux et moderne. Une fois l'achat finalisé, je l'ai proposé à Béatrice. Béatrice, j'ai acheté cet appartement. Je cherche un locataire fiable. Ce n'est pas un cadeau, le loyer est au prix du marché, pas d'avantage particulier. Mais il est dans un bon quartier, et je pense qu'Amélie s'y plairait. Je lui donnais l'opportunité de prendre une décision indépendante, sans l'humiliation de la charité. Elle a visité l'appartement. J'ai vu ses yeux s'illuminer, puis son expression redevenir grave. Elle a réfléchi pendant des jours, pesant le pour et le contre. Finalement, elle a accepté. « Pour Amélie », a-t-elle dit. Et j'ai su que, pas à pas, les murs commençaient à tomber. J'ai compris que construire une famille ne se faisait pas avec des chèques ou des gestes grandioses, mais avec de la présence, de la patience, et une compréhension profonde de l'autre. Je n'étais plus seulement le père biologique, je devenais un père, un partenaire, un ami. La route était longue, parsemée d'obstacles et de doutes, mais chaque petit pas, chaque sourire d'Amélie, chaque signe d'ouverture de Béatrice, nourrissait l'espoir. La vie dans le petit appartement des Brotteaux était une parenthèse enchantée, une ébauche de ce que notre famille pouvait devenir. Mais le destin, ou peut-être simplement le fil de la vie, avait encore de plus belles cartes à jouer. Maman, ma chère Denise, après mûre réflexion, avait pris une décision. Elle se sentait prête à rejoindre une maison de repos, un endroit où les soins seraient constants et la compagnie assurée. Ce fut un choix teinté de tristesse, mais aussi de la sagesse de l'âge. Avant de partir, elle m'a pris la main, son regard doux se posant tour à tour sur moi et sur l'idée de ce que je construisais. « Thomas, mon chéri », m'avait-elle dit d'une voix empreinte de tendresse, cette maison, elle a vu grandir des générations. Elle ne doit pas rester vide. Béatrice et Amélie sont ta famille maintenant. Faites-en votre foyer. Votre vrai foyer. Ces mots, prononcés avec tant de bienveillance, résonnaient comme une bénédiction, un nouveau départ offert sur un plateau d'argent. J'en ai parlé à Béatrice, avec une pointe d'appréhension. Proposer de s'installer dans la maison de ma mère, c'était un grand pas. Un pas vers une intimité plus profonde, vers une famille plus tangible. Elle a d'abord hésité, sa fierté, son besoin d'indépendance toujours présent. Mais l'idée d'un jardin pour Amélie, de plus d'espace, d'une maison où elle pourrait vraiment s'épanouir, a fini par la convaincre. Quelques semaines plus tard, nos affaires et nos cœurs émus franchissaient le seuil de cette nouvelle demeure. Les premiers jours furent un tourbillon joyeux. Ensemble, nous avons entrepris de transformer cette maison, encore imprégnée des souvenirs de ma mère, en notre propre nid douillet. Amélie, les yeux pétillants, a choisi la couleur de ses murs un doux vert anis qui rappelait la nature. Béatrice, avec son goût impeccable et son sens pratique, a réorganisé la cuisine, a choisi les rideaux, a disposé des pots de fleurs sur le balcon. Et moi,
je les observais, un marteau à la main ou un pinceau dans l'autre, participant à cette construction. Chaque coup de pinceau, chaque meuble déplacé, chaque rire qui résonnait dans ces murs, tissait de nouveaux liens, effaçant les vieilles blessures pour faire place à une toile vierge, prête à être peinte par notre histoire. Ce n'était plus la maison de ma mère, c'était notre maison, respirant l'amour et la promesse d'un avenir. Les soirées, surtout, sont devenues des rituels sacrés. Après avoir bordé Amélie et écouté ses récits fantaisistes de la journée, Béatrice et moi nous retrouvions souvent sur le balcon. Les lumières de Lyon scintillaient à nos pieds comme des étoiles tombées du ciel. C'est là, sous la voûte céleste, que nous avons commencé à déballer nos cœurs. Nous parlions de nos journées, de nos projets, et petit à petit, les conversations se sont faites plus profondes. Je lui racontais mes années de solitude, la vanité des succès professionnels sans personne à aimer. Elle me parlait de ses luttes, de la force qu'il lui avait fallu pour élever Amélie seule, de ses rêves mis de côté. Les non-dits de 8 ans se dissolvaient dans la douce nuit, laissant place à une compréhension mutuelle, une intimité retrouvée, plus riche, plus mature. Un soir, le silence entre nous est devenu trop lourd de sens pour être ignoré. La lune, pleine et ronde, éclairait nos visages. J'ai pris sa main, mes doigts caressant les siens. Béatrice, j'ai murmuré, ma voix trahissant une émotion que je n'avais plus osé exprimer depuis si longtemps. Je sais que j'ai été un idiot. Un lâche, même. Mais je dois te le dire. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Jamais. Même quand je courais après des chimères, une partie de moi te cherchait. Et aujourd'hui, l'amour que je ressens pour toi, il n'a jamais été éteint. Il était juste endormi, attendant que je me réveille. Il est là, plus fort, plus profond que jamais. Elle m'a regardé, ses yeux bleus, que j'aimais tant, emplis d'un mélange de surprise, de douleur passée, et d'une étincelle d'espoir qui me donnait le vertige. Thomas, a-t-elle soufflé, sa voix à peine audible. Je ne peux pas dire que je ne ressentais rien non plus. Il y a eu tant de fois où je t'ai cherché dans la foule, où ton souvenir me hantait. Mais les blessures, elles sont profondes. J'ai peur. Peur de me faire confiance, peur de te faire confiance à nouveau. Au moment où j'allais répondre, une petite silhouette est apparue à la porte du balcon. Amélie, les cheveux ébouriffés, les yeux à moitié clos. Maman, papa. Vous allez vous embrasser? Sa question innocente, sortie du silence de la nuit, nous a frappés en plein cœur. Elle a continué, le plus naturellement du monde, vous allez vous marier? J'ai senti Béatrice tressaillir. Le temps s'est arrêté. La question d'Amélie, si directe, si pure, nous mettait face à l'évidence, à nos propres craintes et à nos désirs inavoués. Je me suis tourné vers Béatrice, mon regard implorant le sien. Oui, Amélie, j'ai dit, ma voix rauque d'émotion, j'espère bien qu'un jour maman et moi allons nous embrasser, et peut-être même nous marier. Je me suis penché vers Béatrice, saisissant ses deux mains. Béatrice, je t'aime. Je t'aime, toi et Amélie. Je veux construire une famille avec toi, une famille complète, ici, dans cette maison, chaque jour. Je veux réparer le passé et construire un avenir que nous méritons tous les trois. Je te promets de te prouver, chaque jour, que je suis digne de ta confiance. Elle n'a rien dit, mais ses larmes, chaudes et abondantes, et le léger serrement de ses doigts dans les miens, ont été ma réponse. Le 9e anniversaire d'Amélie est arrivé comme une célébration de notre chemin parcouru. Nous avions décidé de lui organiser une fête intime dans le jardin de notre nouvelle maison. Des guirlandes lumineuses, des ballons, et bien sûr, des décorations sur le thème des papillons, en hommage à son kit et à notre propre transformation. J'avais une surprise. J'avais commandé un lâcher de papillons. Quand Amélie a soufflé ses bougies, des dizaines de papillons aux ailes colorées se sont envolés de paniers dissimulés, créant une scène magique, féerique. Son rire, cristallin, a rempli le jardin. Plus tard, alors que les petits invités étaient partis et que le crépuscule enveloppait le jardin de teintes pourpre et or, j'ai doucement conduit Béatrice sous une arche de roses que nous avions installée. Amélie jouait un peu plus loin,
mais ses yeux ne nous quittaient pas. Je me suis agenouillé, mon cœur battant la chamade. De ma poche, j'ai sorti un écrin en velours. À l'intérieur, brillait une bague magnifique, un saphir bleu profond, entouré de petits diamants taillés en forme de papillon. Béatrice, j'ai commencé, ma voix tremblante mais ferme. Il y a 8 ans, par ma stupidité, je t'ai laissé t'envoler, libre comme un papillon. J'ai perdu tant de temps, tant de moments précieux. Mais tu es revenu dans ma vie, tu m'as offert Amélie, et tu m'as appris la patience, l'amour, le pardon. Tu as pansé mes blessures, et tu as reconstruit avec moi ce que je pensais perdu à jamais. Aujourd'hui, sous cette arche, témoin de notre renaissance, je veux te demander de m'accorder le plus beau des cadeaux. Veux-tu devenir ma femme? Veux-tu m'épouser, Béatrice, et écrire avec moi le reste de notre histoire, en famille, pour toujours? Béatrice m'a regardé, ses yeux inondés de larmes. Un sanglot a échappé à ses lèvres. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas eu besoin de mots. Elle a juste hoché la tête, encore et encore, ses mains couvrant son visage. Amélie, qui avait tout vu, a couru vers nous en criant de joie, « Maman a dit oui. Maman a dit oui. » Je me suis relevé, et j'ai attiré Béatrice dans mes bras, l'embrassant avec toute la tendresse, le regret, et l'immense amour que j'avais en moi. C'était le premier baiser en 8 ans, et il avait le goût de l'éternité. Amélie s'est glissée dans nos bras, nous serrant tous les deux. Nous étions là, tous les trois, sous les étoiles, une famille enfin réunie, complète, promise à un avenir que nous allions construire, main dans la main, cœur contre cœur. 3 mois. 3 petits mois s'étaient écoulés depuis ce jour magique sous l'arche fleurie où Béatrice avait dit oui. 3 mois remplis d'un bonheur simple, de préparatifs joyeux, et d'une anticipation douce qui nous enveloppait tous les trois. Nous avions décidé que notre mariage ne serait pas une grande cérémonie pompeuse, mais un événement intime, à notre image, célébré là où tout avait pris un nouveau sens, dans le jardin de notre maison, sous cette même arche qui avait vu naître notre promesse. Les préparatifs furent un mélange de rires et de petites disputes amusantes. Béatrice, avec son sens aigu du détail, s'occupait de tout, du choix des fleurs pour la décoration et évidemment, des papillons étaient de la partie à la confection des petits gâteaux. Moi, je me chargeais de la musique, des invitations et de m'assurer que tout soit parfait pour elle, pour nous. Amélie, quant à elle, était notre petite organisatrice en chef, pleine d'idées pour sa robe de demoiselle d'honneur. Le grand jour est arrivé, baigné dans une lumière d'automne douce et dorée. Le jardin était magnifique, paré de guirlandes lumineuses, de voiles légers et de bouquets de fleurs aux couleurs chatoyantes. Nos invités étaient peu nombreux, mais précieux, maman Denise, rayonnante, installée confortablement dans le jardin, mes chères Sophie et Isabelle, qui avaient toujours été là pour moi, quelques amis proches, et bien sûr, la famille de Béatrice. L'atmosphère était celle d'une fête de famille, remplie de chaleur et d'amour. Puis, Amélie est apparue. Elle portait une petite robe blanche, brodée de papillons délicats que Béatrice avait passé des heures à coudre. Ses cheveux blonds étaient tressés avec des rubans, et elle tenait un petit panier rempli de pétales de rose. Ses yeux bleus pétillaient de joie et d'une fierté immense. C'était la plus belle des petites filles, le symbole vivant de notre amour renaissant. Elle a avancé, dispersant les pétales avec une grâce enfantine, ouvrant le chemin pour sa maman. Quand Béatrice est apparue, dans une robe simple mais élégante, mon cœur a fait un bond. Elle était splendide, un sourire timide mais lumineux aux lèvres. Nos regards se sont croisés, et dans cet instant, j'ai vu tout notre chemin parcouru, les années de silence, la douleur, la reconstruction, et enfin, l'espoir devenu réalité. J'ai avancé vers elle, la main tendue, et nous nous sommes tenus sous l'arche fleurie, Amélie se tenant juste à côté de nous, son rôle de demoiselle d'honneur pris très au sérieux. Les mots échangés furent simples, mais empreints d'une profondeur inouïe. Nous n'avions pas besoin de discours grandiloquents, nos regards, nos mains serrées, nos âmes unies parlaient d'elles-mêmes. Je lui ai promis mon amour éternel, ma loyauté inconditionnelle, et mon engagement à construire avec elle une vie pleine de bonheur, pour nous et pour Amélie. Elle m'a rendu les mêmes vœux,
sa voix tremblante d'émotion. Le moment du baiser fut une explosion de joie. Ce n'était plus le baiser hâtif de notre jeunesse, ni celui, hésitant, de nos retrouvailles. C'était le baiser de deux âmes sœurs qui avaient trouvé leur chemin l'une vers l'autre, enfin, pour de bon. Les applaudissements ont éclaté, les rires se sont mêlés aux larmes de bonheur. Amélie, notre petite fée aux papillons, nous a serrés dans ses bras, le visage rayonnant. Nous étions mari et femme, et nous étions une famille. Notre lune de miel fut à l'image de notre nouvelle vie, centrée sur Amélie. Nous avons pris la direction de Disneyland Paris. Ce voyage n'était pas juste une évasion romantique, c'était une célébration à trois. Voir les yeux d'Amélie s'illuminer devant le château de la Belle au bois dormant, l'entendre crier de joie dans les attractions, la voir dévorer sa glace avec le plus grand des bonheurs, ces moments étaient inestimables. Béatrice et moi nous tenions la main, partageant des regards complices, nos rires se mêlant à ceux de notre fille. Nous étions redevenus des enfants, nous émerveillant devant la magie, mais avec la sagesse et la gratitude d'adultes qui savent apprécier chaque instant. Je me souviens d'une soirée particulière. Après une journée de rire et de sensations fortes, nous étions assis tous les trois, regardant le feu d'artifice illuminer le ciel nocturne. Amélie, blottie entre nous, s'était endormie, la tête sur l'épaule de Béatrice. Mon bras entourait Béatrice, son visage apaisé reposant contre le mien. À cet instant précis, au milieu de ce spectacle flamboyant, j'ai senti une plénitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas le luxe, ni le pouvoir, ni la fortune qui m'avaient apporté cela. C'était la chaleur de cette petite famille que nous avions bâtie, morceau par morceau, avec tant de peine et tant d'amour. Je repensais à mon parcours, de l'homme d'affaires solitaire et arrogant, aveuglé par l'ambition, à l'homme comblé que j'étais devenu. La chute avait été brutale, la douleur immense. Mais c'est Amélie, ma fille inattendue, qui avait été l'étincelle. C'est elle qui m'avait ramené à Béatrice, à l'amour vrai, à la possibilité d'une vie authentique. Chaque regard, chaque sourire d'Amélie était un rappel constant de la grâce que j'avais reçue. Nous étions une famille. Ce n'était pas seulement des mots, c'était une réalité palpable, douce et infiniment précieuse. Le chemin avait été long et semé d'embûches, mais chaque pas avait mené à cet endroit, un havre de paix, d'amour, de rire partagé. Un endroit où les papillons de l'espoir volaient librement. La vie, après le mariage et notre escapade enchantée à Disneyland, avait trouvé son rythme, doux et harmonieux. Nous nous étions installés dans une routine familiale, tissée de petits moments qui, mis bout à bout, formaient la trame d'un bonheur simple et authentique. Chaque matin, le rituel du petit déjeuner était un joyeux brouhaha, Amélie racontant ses rêves farfelus tandis que Béatrice préparait les tartines et moi le café. Puis, je la déposais à l'école, non sans un dernier câlin, avant de me rendre à mon bureau, désormais un lieu de travail équilibré et non plus une prison dorée. Le soir, c'étaient les devoirs partagés, les rires lors des jeux de société, les histoires avant le coucher. Béatrice et moi, nous apprenions chaque jour l'un de l'autre. Nos petites querelles, inévitables dans toute vie de couple, se transformaient vite en réconciliation tendre, nourrie par une compréhension mutuelle et un respect profond. Nous étions devenus une équipe, soudés par l'amour pour notre fille et par un passé que nous avions réussi à transformer en fondation solide. La complicité, l'humour, la tendresse, tout cela avait refait surface, plus mature, plus enraciné que jamais. Amélie, notre rayon de soleil, s'épanouissait de jour en jour. Elle excellait à l'école, avait un cercle d'amis fidèles, et son sourire, autrefois teinté d'une pointe de mélancolie, était désormais éclatant de confiance. Le plus beau des cadeaux était d'entendre les mots « maman » et « papa » sortir naturellement de sa bouche, sans l'ombre d'une hésitation, sans la trace d'un manque. Elle était notre petite boussole, celle qui nous rappelait la direction, celle qui nous avait montré le chemin. Et puis, il y eut l'épilogue, celui que je n'avais pas cherché, mais que la justice, parfois lente, avait fini par rattraper. Maître Leclerc, mon avocat, m'a appelé un matin. Sa voix était posée, professionnelle. Monsieur Thomas, m'avait-il informé, l'enquête concernant Madame Moreau a progressé.
Les preuves de ces malversations financières, ainsi que d'autres agissements illégaux, ont été irréfutables. Elle a été confrontée aux conséquences juridiques de ses actes. Il n'a pas donné plus de détails, et je n'en voulais pas. Je n'avais jamais cherché la vengeance, seulement la vérité. Mais cette nouvelle, rapportée avec une certaine discrétion, bouclait la boucle. Justice était rendue, non pas par ma colère, mais par la loi. La page Catherine Moreau était définitivement tournée, non pas avec violence, mais avec l'implacable logique de la conséquence. Ce dénouement m'a fait réfléchir, me poussant à une introspection profonde sur le chemin parcouru. L'homme que j'étais autrefois, obsédé par l'argent et le pouvoir, me semblait si lointain. J'avais dû perdre presque tout pour découvrir ce qui était essentiel. J'avais appris l'humilité, non pas dans la défaite financière, mais dans l'amour inconditionnel d'une enfant. La réussite matérielle ne pouvait acheter ni le bonheur, ni l'amour, ni remplir le vide de l'âme. Seule la responsabilité morale envers ma fille, la volonté d'apprendre à être un bon père, de me battre pour ma famille, avait donné un sens à ma vie. Le vrai succès, je l'avais trouvé en devenant père, en devenant un mari, en devenant un homme entier. Amélie, ma petite fille, elle, m'avait offert une leçon de courage inestimable. Ce courage, je l'avais souvent associé à des actes héroïques, à la force de caractère face à l'adversité. Mais Amélie m'avait montré que le courage réside aussi dans la simplicité et la vérité. Son courage n'était pas d'avoir sauvé quelqu'un d'un danger physique, mais d'avoir posé cette question simple et pure, où est mon papa? C'est cette honnêteté enfantine, cette capacité à exprimer son manque, à chercher la vérité avec un cœur ouvert, qui avait brisé des chaînes et ouvert la porte de notre bonheur. Elle m'avait appris que l'amour le plus pur est celui qui n'a pas peur de la vulnérabilité, celui qui ose poser les questions essentielles. Notre histoire, je l'espère, est un témoignage de la valeur intrinsèque de la vérité et de la conscience dans un monde parfois trop matérialiste. Une petite graine d'envie, plantée par Catherine, avait failli détruire des vies. Mais une petite graine d'honnêteté, semée par Amélie, avait tout changé. Elle nous avait prouvé que la vie, même après les plus grandes erreurs, offre toujours une seconde chance. Une chance de se relever, de grandir, de se pardonner et de pardonner. Il faut juste avoir le courage de l'accepter, de faire face à ses démons et de changer. Aujourd'hui, je regarde Béatrice et Amélie, et mon cœur est empli d'une paix profonde, d'une gratitude infinie. Le chemin a été long, parfois douloureux, mais il nous a menés ici, dans ce cercle parfait de l'amour familial. Nous sommes une famille. Non pas une famille parfaite, mais une famille vraie, avec ses hauts et ses bas, ses rires et ses larmes, ses souvenirs et ses promesses. Et chaque jour, je suis fier d'être cet homme, ce père, ce mari. Fier d'être simplement Thomas. Que pensez-vous des décisions de Thomas? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je lis chacun de vos messages avec attention. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec quelqu'un que vous pensez qu'elle pourrait émouvoir, et de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre.